Ok, lui, c'est Alan Turing. Sans lui, vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo, soit parce que vous n'auriez pas d'ordinateur, soit parce que les nazis auraient gagné la guerre. Laissez-moi vous raconter l'extraordinaire et tragique histoire d'Alan Turing. Alan, il naît à Londres le 23 juin 1912 d'un père fonctionnaire. Il est élevé par des amis de la famille Turing à partir de l'âge de 1 an, car son père était en fonction en Inde et sa femme l'a rejoint. Alan, c'est un petit génie. Il va apprendre à lire tout seul en seulement 3 semaines. Beaucoup de ses professeurs vont reconnaître son talent, mais ça ne va pas changer sa scolarité. À 13 ans, il rejoint la Shelbourne School, mais le jour de la rentrée des classes, c'est celui de la grève générale de 1926. Le jeune Turing, il a donc pris la décision de parcourir les 90 km qui le séparaient de son école à vélo, et il s'est arrêté dans un hôtel pour la nuit. À 16 ans, il découvre les travaux d'Einstein et comprend qu'ils remettent en cause les axiomes d'Euclide et les lois de la mécanique céleste de Galilée et Newton. Et si vous savez pas ce que c'est, bah moi non plus. Mais ça montre quand même qu'Alan, il est chaud et surtout, il en veut plus. Il en veut plus et il veut parler à des gens. Mais il est dans une école plutôt littéraire, donc les personnes qui s'intéressent aux sciences, on se moque un peu d'elle. Mais il réussira tout de même à trouver un camarade qui s'intéresse lui aussi aux sciences, Christopher Morcom. Morcom, il est considéré comme le premier amour de Turing. On ne sait pas s'il a un jour avoué à Morcom son amour pour lui, mais on sait qu'Alan s'est toujours considéré comme homosexuel. Malheureusement, Morcom meurt en 1930 de la tuberculose bovine, ce qui transformera Alan à jamais. Alan, il préfère les sciences. Les autres matières, ça le saoule un peu, donc il fait pas trop d'efforts dedans, mais il réussit à aller à l'université de Cambridge, où il ira jusqu'à la thèse, qu'il fera sur le théorème central limite en 1935. On est en 1936 et Alan met au point la machine de Turing. La machine de Turing, c'est un concept révolutionnaire composé d'une tête de lecture et d'un ruban infini. Sur ce ruban, il y a des cases blanches ou noires, allumées ou éteintes, 0 ou 1. Normalement, à partir de maintenant, vous comprenez qu'Alan, c'est pas n'importe qui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'inventions qui ont autant révolutionné le monde que l'invention du binaire. On est en 1938, l'Angleterre signe les accords de Munich, les Anglais comprennent que les nazis, ils sont pas très sympas et qu'ils veulent pas forcément du bien aux alliés de la Première Guerre mondiale. Donc les Anglais, ils se préparent à la guerre. Dans une guerre, il y a une chose qui est primordiale. Encore plus que d'avoir du bon matériel pour ses soldats, encore plus que d'avoir de la nourriture, c'est d'avoir l'information. Si on a l'information de ce que notre ennemi va faire et que l'ennemi n'a pas l'information de ce que nous on va faire, alors on a un avantage écrasant. Si on met 2 soldats face à face dans une plaine, c'est du 50-50. Maintenant, si on met 2 soldats dans une forêt, le premier qui va avoir l'information d'où est l'autre va sûrement gagner. Et si on met 2 armées, que l'une sait ce que l'autre va faire, elle va se préparer, tenir des embuscades, et c'est ça qui fait gagner une guerre. Donc l'information, elle est très précieuse, donc faut pas la perdre. Donc, des deux côtés, on code les informations pour les rendre illisibles de l'ennemi. Et on a des gens qui sont spécialisés dans le fait de casser les codes, de trouver la clé de cryptage qui permet de lire n'importe quel message. On dit qu'ils font de la cryptanalyse. Comme je vous l'ai dit, l'information est précieuse et les Allemands l'ont très bien compris. Donc ils vont coder leur message à l'aide de l'énigma. L'énigma est composé d'un clavier de machine à écrire, relié à 3 rotors, et chaque rotor va changer la lettre à l'aller et au retour, donc 6 fois en tout. Les rouleaux tournent aussi à chaque fois qu'on appuie sur une touche. On peut changer à quel moment ils vont tourner et changer l'ordre des rouleaux. La lettre finale va ensuite s'afficher sur un écran. Si on fait les calculs, il y a à peu près 1 million de possibilités. Donc presque impossible à toutes les tester à la main. Maintenant, les nazis voulaient vraiment être sûrs que personne ne parviendrait à déchiffrer le code, donc ils ont rajouté ce qu'on appelle la plugboard. C'est une plaque à l'avant de la machine, on va connecter des fils pour changer les lettres une dernière fois. 26 lettres, donc 13 possibilités. On ne peut cependant connecter que jusqu'à 10 lettres entre elles. Rien qu'avec ce petit ajout, on obtient 159 milliards de possibilités, soit 159 trillions. C'est énorme. L'énigma, elle semble impossible à briser. Donc les Anglais, ils vont rechercher parmi les meilleurs mathématiciens et logiciens pour trouver des personnes capables de faire des avancées majeures. Les services secrets britanniques vont alors chercher Alan et juste avant le début de la guerre, il rejoint le centre secret de la Government Code and Cipher School. Alan, il a toujours sa petite idée de faire une machine qui pense comme un humain, mais plus vite. Il en parlait dans un article qui s'intitule Uncomputable Numbers. Mais ce que ne sait pas Alan, c'est qu'il a devant lui le plus gros défi de sa vie. Se battre face à une machine. Résoudre l'énigma.
En 1938, en Angleterre, l'homosexualité est considérée comme un délit et est punie d'emprisonnement. Les homosexuels sont extrêmement mal vus, ils sont rejetés, moqués et insultés. Pour faire vraiment partie du projet, Alan doit prêter serment qu'il ne révélera aucune information et qu'il n'a rien à cacher. Conscient de son homosexualité, il mentira en répondant qu'il n'avait rien à se reprocher. Alan, il s'y met à fond et il teste des milliers de possibilités. Mais vous vous souvenez des rouleaux qui peuvent s'interchanger et de la plugboard sur laquelle on peut connecter les fils comme on veut? Eh bien les nazis, ils changent le code tous les jours à minuit. Donc toutes les heures de travail de la veille ne servent plus à rien. C'est ça le plus dur avec l'Enigma. Et il se passe des jours, puis des semaines, puis des mois, sans qu'aucune avancée ne soit faite. Jusqu'au soir où Alan Turing comprit que pour combattre une machine, il fallait être une machine, ou du moins en posséder une aussi puissante que celle d'en face. Alan, il va utiliser le concept des bombes polonaises, des grosses machines électromécaniques, et il va utiliser plusieurs failles de l'Enigma. Déjà, les connexions dans les rouleaux, elles sont identiques dans toutes les Enigmas. Donc si on en vole une, on connaîtra déjà les connexions et ça va nous permettre d'éliminer des possibilités. De plus, si on trouve une connexion dans la plugboard, on va avoir un message un peu plus en clair. Donc on va comprendre un peu plus ce qu'il dit. Si on en trouve deux, encore un peu plus en clair, etc. Donc on n'a pas besoin de tout tester. Il faut juste se rapprocher d'un message complètement en clair. Avec ces deux failles, Alan, il va créer une bombe améliorée. Et le nom de cette machine, c'est Victory. Malheureusement, la machine ne donne pas de bons résultats. Elle est lente et souvent les calculs sont erronés. Et donc on est reparti pour des mois de travaux acharnés, sans savoir si un jour on réussira à craquer l'Enigma. Le marathon continue. La vraie raison de pourquoi Victory ne fonctionnait pas aussi bien que prévu, c'est que l'Enigma se complexifie. Plus de rotors, plus de changements de lettres. Une découverte qui va aider l'équipe de Turing, c'est qu'en 1940, les Anglais parviennent à récupérer une Enigma marine les plus complexes. Donc Alan, il continue d'améliorer Victory, mais ça marche pas toujours. C'est trop dur. Il faudrait autre chose. Une autre faille. Et cette dernière faille, elle va être trouvée. C'est qu'une lettre encodée ne peut pas être égale à la lettre de départ. Si dans le message codé il y a un A, ça peut être n'importe quelle lettre, sauf un A. Si dans un message codé il y a un B, ça peut être n'importe quelle lettre, sauf un B. Donc si on connaît un mot du message, on peut venir le glisser sur le message, et s'il y a des lettres qui se superposent, alors ce n'est pas bon. Et est-ce qu'on connaît un mot que les nazis utilisent à chaque message? Est-ce qu'on connaît leur signature, leur salut? Heil Hitler. Et là, c'est la révélation. C'était la pièce du puzzle manquante. Les mots jaillissent et l'énigma est décodé. Tout au long de la guerre, Alan va côtoyer une femme et il ira même jusqu'à la demander en mariage. Mais finalement, il lui avouera son homosexualité et brisera les fiançailles. Donc si je résume, Alan il vient de nous faire gagner la guerre, ou au minimum la raccourcir de 2 ans. Mais bon, secret militaire, donc personne n'est au courant de ce qu'il a fait et d'à quel point il a aidé. 1945, fin de la guerre. Alan part aux États-Unis et il va créer le premier projet détaillé d'un ordinateur. Puis en 1948, avec son ancien professeur de Cambridge, ils vont construire le Manchester Mark I, l'un des tout premiers ordinateurs. Il continuera ensuite de travailler sur la programmation des ordinateurs. Il continue également ses réflexions philosophiques en mettant au point le test de Turing, une épreuve permettant de qualifier une machine de consciente, et il fit le pari que d'ici 50 ans, on ne pourrait plus différencier les réponses humaines de celles des machines. Alan, c'est vraiment un génie de son époque. Mais en 1952, après un cambriolage de sa maison par un ex-petit ami, ce dernier révélera qu'Alan est homosexuel. Turing ne pouvait pas révéler ce qu'il avait fait pendant la guerre. Les services secrets britanniques ont aussi essayé de s'opposer au procès, mais finalement, il aura lieu. Turing aura le choix entre l'incarcération et la castration chimique. Il choisira la castration. Après sa condamnation, il fut écarté de tous les projets de recherche qu'il menait, ce qui va avoir de grosses répercussions sur sa santé mentale. Malheureusement, le 8 juin 1954, Alan Turing est retrouvé mort dans son lit, une pomme croquée sur sa table de chevet. L'autopsie conclut par un suicide au cyanure. L'objet du crime aurait été cette pomme, à l'instar de Blanche-Neige, un film très apprécié du défunt, qui chantonnait souvent « Plongeons la pomme dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison ». Mais maintenant, on peut se poser la question. Si Alan avait été condamné avant la guerre pour homosexualité, aurait-il pu faire partie du groupe de cryptologues qui avait pour but de craquer l'Enigma? Aurait-il pu améliorer la bombe comme il l'a fait? Quelqu'un l'aurait-il remplacé? De toute façon, l'homophobie aurait pu changer le cours de la Seconde Guerre mondiale.